d'abord, je voudrais vous remercier, chère présidente, vous féliciter et vous remercier parce que je lis, je vois ce que vous faites et je voudrais profiter de cette occasion pour dire à toutes que je souhaite vous rendre fière de ce que vous faites et de ce que vous êtes aussi pour la cause de l'égalité. Lorsque j'étais ministre, je connaissais beaucoup d'entre vous parce que j'ai toujours pensé que la société civile était un trésor de courage, de projets, de propositions. Et plus que jamais, je pense aujourd'hui que votre rôle est tout à fait considérable. Et je souhaiterais vivement que, dès que ce sera possible, je puisse vous accueillir en délégation à Genève, parce que je pense que vous y avez votre place et que nous pourrions faire une réunion avec quelques experts de la CIDO. Je ne vais pas faire l'historique d'une convention que vous connaissez au moins dans son principe. Vous avez raison, elle a 40 ans et c'est une convention qui est tout à fait exemplaire, exceptionnelle, puisque c'est le traité international le plus ratifié en matière de droits de l'homme, 189 États, dont un peu plus d'une centaine aussi pour ce qu'on appelle les protocoles additionnels, qui sont des, comment dirais-je, des compétences spécifiques presque juridictionnelles, puisque nous pouvons statuer sur des recours devant le CIDO et mener des enquêtes internationales. Donc, mais globalement, la Convention regroupe 189 États. Elle représente un socle universel. Boutros-Ghali avait coutume de dire « c'est l'irréductible humain », c'est-à-dire ce qui n'est pas retranchable de l'individu. Et c'est un socle parce que ces droits fondamentaux universels peuvent être acceptés par le monde entier. D'ailleurs, un certain nombre de pays, fort heureusement l'immense majorité, n'expriment aucune réserve sur cette convention. Et c'est très important de le dire parce que, y compris sur des sujets qui peuvent aujourd'hui paraître plus sensibles ou délicats, comme l'avortement, lorsque on regarde à la fois le principe et la jurisprudence, je dirais, du CIDO, on voit que l'avortement est proposé en tant que droit, mais peut être limité sur des cas que l'on considère comme absolument non contestables, par exemple le génocide, l'inceste, le viol, etc. Donc en réalité, bien sûr, chaque pays peut toujours aller beaucoup plus loin. C'est le cas de la France, évidemment, et de l'Europe, hormis quelques pays. Mais ce que je veux dire, c'est que la base de la Convention, ce sont des droits acceptables par tous. C'est notre vision du multilatéralisme et de l'universalité des droits. Je me permets d'insister sur ce concept d'universalité parce que aujourd'hui, il est parfois opposé à une forme de relativisme culturel et juridique qui conduirait à penser qu'un pays peut reprendre la maîtrise des droits des femmes au nom d'une forme de nationalisme juridique. Donc, le combat auquel je vous invite d'abord et d'entrée de jeu, c'est celui de l'universalité des droits, car il est tout à fait essentiel. La deuxième chose, et vous l'avez, chère présidente, esquissé, vous l'avez très bien dit dans votre tribune dans Le Monde également, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que les droits soient suffisamment consolidés pour les femmes pour résister aux crises, aux conflits, nous en reparlerons avec l'Afghanistan, ou aux souffrances en général. Bien plus, nous constatons qu'il peut y avoir des formes de régression. La Convention CIDO, par son aspect systémique, est une réponse à cette, comment dirais-je, ce caractère aléatoire parfois de l'évolution des droits en fonction des régimes politiques ou des circonstances. Et ce que je constate avec beaucoup de force, c'est qu'elle est tellement bien pensée qu'à travers ces 4 parties essentielles, elle répond y compris aux enjeux du futur, et j'y viendrai dans un instant. Je rappelle ces 4 parties. La première partie, c'est l'architecture institutionnelle, constitutionnelle, juridique, je dirais un peu le cadre général. Pour vous donner un exemple très pratique, on ne peut pas lutter contre les violences, y compris domestiques, s'il n'y a pas une loi contre les violences dans le dispositif juridique d'un État. Et il est très difficile d'avoir une loi contre les violences si dans la Constitution,
il n'y a pas une référence explicite à l'égalité. Donc, la Convention préconise un cadre juridique qui, à travers la Constitution, à travers les lois, à travers aussi la machinerie nationale, administrative, que sont la justice, la police, bien sûr, mais aussi la fonction publique en général, permettent à l'égalité d'avoir non seulement un sens, mais une traduction juridique et administrative. Et cette première partie est fondamentale, c'est souvent celle dont je me charge parce que c'est le cadre gouvernemental, c'est le Parlement, c'est la façon dont l'égalité est prise en compte. Et puis, cette première partie se complète aussi par la question des stéréotypes qui sont si présents, ce sont des poisons partout dans le monde, très présents dans notre vie quotidienne, et aussi tout ce qu'on appelle les pratiques néfastes, culturelles, comme peut-être l'excision, par exemple, qui est considérée comme une pratique néfaste par nous-mêmes, mais qui peut être considérée comme une pratique culturelle, traditionnelle dans certains pays. Et puis, il y a naturellement les violences sur le plan domestique, mais aussi l'exploitation de la prostitution et le trafic. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie concerne le leadership et l'empowerment des femmes, parce que nous considérons, et la Convention est très claire sur ce terrain, qu'il n'y a pas de possibilité de réponse à la discrimination à partir du moment où il y a des lois, sans une sorte d'appropriation par les femmes de cette légitimité à combattre la violence. Donc, le leadership, c'est une forme de prise de pouvoir, si je puis dire, par les femmes sur leur propre destin, sur leur propre vie, mais aussi sur leur pays, sur l'avenir de la planète. Demain, si nous éradiquions toutes les violences, toutes les discriminations, nous n'aurions pas forcément le leadership. Donc, il faut vraiment agir sur ces deux tableaux. Et nous verrons comment, d'ailleurs. La troisième grande partie, ce sont tous les droits économiques et sociaux. Et c'est très important, c'est l'égalité professionnelle, l'accès à la santé, l'accès également aux prêts, au financement. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, nous y intégrons tout ce qui est développement durable. Et puis, la dernière partie fondamentale, c'est le statut familial, l'égalité devant la loi. Rien n'est possible lorsque vous avez des femmes qui sont encore dans leur famille, dans un statut d'infériorité, qui ne peuvent pas obtenir le divorce ou qui sont très arbitrairement traitées. Et pourquoi cette convention est intelligente? Parce qu'elle est interactive. Vous ne pouvez pas agir, et je suis passée trop rapidement sur l'article 10, sur lequel on reviendra, mais vous ne pouvez pas agir sur l'éducation s'il n'y a pas parallèlement des lois qui gèrent et qui répondent aux violences. Vous ne pouvez pas agir sur le leadership si les femmes dans le statut familial restent dans une situation de très grande infériorité. Donc, il faut agir sur tous les fronts. Il faut donc avoir ce qu'on appelle une approche holistique, globale, interactive. Et donc, c'est peut-être ça d'ailleurs la force de l'exercice, c'est qu'il faut agir sur tous les fronts en même temps. Je voudrais vous rendre attentive à un point particulier. Nous sommes à un momentum. Nous sommes aujourd'hui dans l'anniversaire de la plateforme de Beijing. Nous sommes dans l'anniversaire également de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes dans les conflits. Nous sommes aussi à 10 ans normalement de l'achèvement des objectifs de développement durable et nous avons le Forum Génération Égalité l'année prochaine. Donc, je vous invite vraiment à vous être mobilisés, mais presque encore à ce qu'on appelle en anglais le surge of power, c'est-à-dire un sursaut encore de puissance, parce que je proposerais volontiers que la décennie 2030 soit vraiment la décennie d'égalité. Et pourquoi? Parce que la Convention CEDAW, c'est la feuille de route, c'est le pivot. Et aujourd'hui, il faut la rendre beaucoup plus visible encore. Je voudrais qu'elle soit dans toutes les écoles de France, parce qu'elle contribue à une forme d'éducation à l'empowerment, au leadership des filles aussi, qui peuvent se dire, mais moi, je peux devenir pilote de Rafale, je peux devenir ce que je veux, parce que j'ai le droit de choisir et je suis dans une situation d'égalité. Mais ce que nous constatons dans la réalité, c'est que s'il y a des progrès très importants, notamment dans les lois dans le monde, la réalité est beaucoup plus fragile.
L'Afghanistan en est un exemple, même s'il y a une puissance des femmes dans ce pays qui est exceptionnelle. Mais on voit bien que les circonstances ramènent souvent l'égalité, non pas comme une priorité, mais comme je dirais, presque comme une question un peu, non pas accessoire, mais en tout cas pas du tout au top de l'agenda. Et le souci que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis ravie d'être avec vous ce soir, vraiment, c'est que la crise du Covid a montré que l'impact était très sévère, et vous l'avez, Madame la Présidente, parfaitement rappelé. Il est donc très important que nous fassions en sorte que l'égalité et la Convention CIDO restent au top de l'agenda mondial. C'est ça mon objectif. C'est que, au-delà du concept qui consiste à dire il faut reconstruire mieux, nous assurions effectivement cette reconstruction. Et j'avais hier un webinaire avec le Nigeria parce que nous sommes en train de booster l'Afrique aussi qui réagit plutôt bien. Mais je vous reparlerai aussi de l'Europe une seconde parce que je compte beaucoup sur l'Europe pour reprendre ce flambeau. Et je ne vous parle pas du leadership parce qu'un seul chiffre suffit. Aujourd'hui, dans les parlements mondiaux, il y a 25% de femmes en moyenne. Et de temps en temps, on retombe à 24%, 23% en fonction des élections. Ça veut dire que le progrès n'est pas inéluctable et qu'il faut repartir sur cette vision globale, faire avancer tout en même temps. Parce que, encore une fois, c'est l'égalité qui doit nous occuper. Après, nous pouvons effectivement aller vers tel ou tel sujet prioritaire, mais c'est l'égalité qui doit être la force de changement. Parce que nous le voyons bien, c'est une réponse. L'égalité n'est pas seulement un droit fondamental, c'est une réponse à tous les challenges que nous avons aujourd'hui. Pauvreté, changement climatique, extrémisme, migration, mais aussi transition numérique, c'est fondamental. Aujourd'hui, la plus grande des inégalités, elle n'est pas actuelle, elle est future. C'est l'absence des femmes dans la fabrication des algorithmes du numérique, et je vous invite vraiment à vous préoccuper de cette question. Il y a l'association Arborus qui a fait une magnifique opération avec la première charte sur l'intelligence artificielle inclusive que j'ai soutenue avec le gouvernement français. Et objectivement, ralliez-vous à ça parce que c'est très tangible. Et il ne faudrait pas quand même que le monde à venir soit encore plus inégalitaire que le monde que nous connaissons. Alors, la Convention CIDO, elle est l'instrument. Elle est l'instrument le plus contraignant. Elle fait partie de l'ordre juridique français, bien sûr. Lorsque j'étais au gouvernement, j'y faisais souvent référence. Quand nous avons interdit la burqa, d'ailleurs, je me souviens qu'on a fait référence. Nous faisons référence, à mon avis, là, c'est peut-être pas systématique, je le regrette, parce que il faut impérativement que nous nous approprions ce que la France d'ailleurs a beaucoup porté et continue à porter avec force, puisque j'ai repris ce poste qui est un poste absolument clé. Comment l'appliquons-nous? Notre rôle à Genève est de faire en sorte qu'il y ait une supervision des 189 pays, pas tous en même temps, nous en avons à peu près 25 par an, sur les modalités d'application et de respect de la Convention. C'est-à-dire que nous reprenons tous les articles et nous faisons un peu une revue des articles, non pas tant sur ce qui existe, mais la réalité, ce que nous appelons l'égalité effective, l'égalité réelle, en faisant bien la différence entre l'égalité de jure, qui est la référence au droit, les lois, et l'égalité de facto, c'est-à-dire ce qui se passe dans la vie quotidienne des citoyens. Et nous observons deux choses, c'est que les sujets sont universels. Les violences, l'éducation, les stéréotypes, parfois l'instrumentalisation de religion. Je dis bien l'instrumentalisation, car nous n'opposons pas du tout religion et droit. Nous considérons qu'il y a des instrumentalisations de la religion poussées à l'extrême avec l'extrémisme. Et donc les sujets sont universels, mais les réponses évidemment sont très country spécifiques, comme on le dit, c'est-à-dire très adaptées à chaque pays. Et nous nommons des rapporteurs et nous travaillons pendant des semaines pour connaître tout d'un pays et pouvoir l'aider à voir pourquoi ça ne fonctionne pas et voir pourquoi
ils ont besoin de leviers de changement. Et j'étais récemment au Rwanda, j'ai été très marquée par l'approche du Rwanda qui consiste aujourd'hui, qui me paraît être l'une des meilleures du monde, à dire on ne va pas, on sait qu'il y a des violences, on sait qu'il y a de la pauvreté, mais on va d'abord changer le statut des femmes dans notre société et c'est ce changement de statut qui va régler ensuite les problèmes. Autrement dit, les femmes vont régler elles-mêmes aussi les problèmes auxquels elles sont confrontées. C'est ce que j'appelle le changement de statut de victime à leaders. Et c'est à cela aussi que j'aimerais vous convier en termes de réflexion. Parce que c'est ce pivot-là qu'il faut absolument créer dans nos sociétés. Aujourd'hui, y compris dans la sémantique, nous avons des progrès à faire. Nous parlons trop d'obtenir des droits nouveaux, de participation des femmes. Nous voyons, alors je parle de plus en plus, moi, de co-gouvernance, de co-leadership, parce que je pense que le modèle de gouvernance fondé sur la prédominance masculine n'est plus productive. Et on voit bien, les réponses ne sont pas là et nous devons absolument changer cette approche. Alors, je ne vais pas poursuivre trop parce que je ne voudrais pas vous... je voudrais laisser aussi, bien sûr, toute la place voulue à nos formidables autres intervenantes. Je voudrais simplement vous dire que notre dernière session SIDO qui se passe en ligne a vu, et cela fera, mais je ne doute pas qu'elle soit déjà au courant, plaisir à la représentante du NI parce que nous avons travaillé sur le trafic d'êtres humains et notamment des femmes en période de grande migration. Mais je reviendrai après sur ce point. Et je voudrais juste terminer en vous disant, puisque la clé a une dimension aussi européenne, l'Europe aujourd'hui a un triple devoir, celui de l'exemplarité dans le respect de la Convention, parce que les pays européens ne sont pas toujours, comment dirais-je, conscients qu'ils ont encore beaucoup de progrès à faire. Et souvent, ils ont un peu l'impression que tout est fait. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement, un devoir de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, il y a des régressions en Europe. On ne sait pas très bien ce qui va se passer avec le Royaume-Uni. Il faut vraiment rester sur l'égalité les meilleurs et essayer d'être les meilleurs du monde, si possible. Et puis, troisièmement, un devoir de solidarité. Et je le dis parce que, justement, nous avons reçu l'Afghanistan il y a quelques mois. J'ai passé beaucoup d'années, j'ai passé beaucoup de temps en Afghanistan pendant les années où j'étais ministre, parce que j'ai une partie de mon cœur qui est restée là-bas. Je sais qu'il y a encore des femmes qui se battent pour leur vie, parfois pour leur survie. Et quand je dis l'Europe solidaire, c'est simplement pour dire que donnons toujours au monde des raisons d'espérer. Quand des femmes se battent dans le monde, partout dans le monde, elles se disent il y a des Françaises qui réussissent, il y a des femmes qui ont réussi, il y a des Européennes qui réussissent, alors donc c'est possible. Eh bien, c'est cette ouverture à tous les possibles sur lesquels je voudrais terminer ces quelques mots parce que c'est la raison de ma vie et je crois que c'est aussi la raison d'être de votre association. Merci beaucoup.